Qui peut être candidat à une élection présidentielle ? Sur le papier, la réponse est simple. Tous les citoyens français de plus de 18 ans, inscrits sur une liste électorale, qui ne sont pas placés sous tutelle ou curatelle, qui possèdent un compte bancaire de campagne, qui n'ont pas été privés de leurs droits civiques concernant l'éligibilité et qui ont obtenu 500 parrainages de parlementaires ou d'élus locaux. La vraie question est comment recueillir des voix ensuite, comment obtenir un soutien populaire, comment faire en sorte qu'un électeur glisse votre nom dans l'urne pour vous ouvrir grand les portes de l'Élysée. Aux États-Unis, c'est simple. Pour avoir une chance d'accéder à la Maison-Blanche, il suffit de sortir vainqueur des primaires et caucus organisés par les démocrates et républicains. Mais pourquoi les primaires ne sont pas une tradition en France ? Pourquoi n'ont-elles pas la cote ? Pourquoi ne sont-elles pas gage de succès électoral ? Et tout simplement, les primaires sont-elles des machines à perdre ? C'est ce dont nous allons parler dans ce nouvel épisode du podcast, le podcast politique de Sud-Ouest. Je suis Maude Rieux et avec moi Jefferson Lesport, journaliste politique. Bonjour Jefferson. Bonjour Maude. Et Bruno Dive, éditorialiste. Bonjour Bruno. Bonjour Maude. Le 30 janvier, Christiane Taubira a remporté la primaire populaire. C'est donc une primaire citoyenne pour désigner un candidat unique de la gauche. Et tous les candidats inscrits n'étaient pas volontaires pour y participer, notamment Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot ou encore Anne Hidalgo. On va d'abord écouter Christiane Taubira qui s'exprimait sur France Info au lendemain de sa victoire. La démocratie, ça n'est pas un sentiment, ce sont des faits. Le fait, c'est que près d'un demi-million de personnes se sont inscrites dans un processus démocratique et ont décidé d'intervenir dans la campagne. C'est ça, la démocratie, et c'est ça le fait depuis hier soir. Donc le processus a abouti et il va se poursuivre évidemment dans la campagne, dans la mobilisation et dans la bataille pour cette élection présidentielle. À écouter Christiane Taubira, on pourrait croire que cette désignation va lui ouvrir une voie royale vers l'Élysée, alors que, soyons honnêtes, pas du tout. Pourquoi cette primaire n'a jamais été prise au sérieux, Bruno ? Parce que c'est pas vraiment une primaire. Ça a le nom de primaire citoyenne, mais c'est quelque chose qui ressemble à rien en fait. On peut dire un objet politique non identifié, un OVNI. D'abord, il y a le système de votation qu'on n'a pas peut-être suffisamment expliqué nous dans les médias, mais qui n'est pas un vote nominal. On ne choisit pas. Enfin, les électeurs qui étaient inscrits, ne choisissent pas un nom, ils mettent une appréciation sur chacun des candidats qui étaient en présence, qui a donné ce spectacle un peu surprenant l'autre soir, d'une jeune femme qui me donnait des appréciations un peu scolaires aux différents candidats, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo et les autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les candidats qui y participaient n'étaient pas tous volontaires pour y participer, loin de là. Il y en a qu'une seule qui avait dit que parmi les candidats, disons, crédibles, il y en avait qu'une seule qui a dit qu'elle accepterait le résultat. Comme par hasard, c'est Christiane Taubira qui a été désignée. Les autres étaient candidats à l'insu de leur plein gré, c'est-à-dire qu'ils ont vu leur nom mis d'office alors qu'ils ne voulaient pas concourir à cette primaire. Et puis là, le dernier élément, peut-être Jefferson va en trouver d'autres, mais le dernier élément, c'est que cette primaire, elle arrive un peu tard, puisque chaque parti a déjà désigné lui-même son candidat, donc les machines sont toutes lancées, et il est même si la gauche est aujourd'hui n'a plus grand-chose à perdre et est au pied du mur, il est un peu tard quand même pour tout le monde pour reculer. Après, sur ce premier point, vous disiez que c'était pas vraiment une primaire et que le mode de désignation était un peu bizarre, justement, avec ces appréciations qui étaient données. Est-ce qu'on n'aurait pas pu se dire, pourquoi pas, après tout, en fait, changer de façon de faire et accepter que, oui, un candidat peut être désigné comme ça ? Alors, oui, sur cette question-là, Maude, mais parce que ce que je retiens, moi, de cette primaire populaire, c'est pas tant la victoire ou la désignation de Christiane Taubira qui était acquise, c'était cousu de fil blanc, ça a été fait pour elle. Simplement, ce qui est intéressant là, c'est c'est un collectif citoyen qui était à l'origine de cette démarche et qui s'affranchit des partis. Ça traduit, et on l'avait raconté dans Sud-Ouest, ça traduit une autre expression de la citoyenneté qui s'affranchit justement des codes ambiants, c'est-à-dire des partis politiques avec leur désignation. Maintenant, Bruno a parfaitement raison, c'est un OVNI, un objet politique non identifié qui ne répond pas au code. Quand Christiane Taubira parle d'un demi-million d'électeurs mobilisés, en fait c'est plutôt 400 000, donc on a tendance toujours à majorer, à s'arranger du demi-million, c'est pas le cas. C'est beaucoup moins que les précédentes primaires, qui elles étaient des vraies primaires, notamment des primaires ouvertes. On va prendre la dernière, c'est celle du Parti Socialiste, la primaire citoyenne de 2017, et on y reviendra. Mais je rappelle qu'au deuxième tour de la primaire citoyenne de 2017, c'est 2 millions de votants, dont un peu plus d'1 million
pour Benoît Hamon, qui est le vainqueur de cette primaire-là. Donc on est quand même très très loin des participations antérieures, mais malgré tout, cette primaire, pour moi, la seule chose qu'elle raconte de nouveau, c'est l'irruption des citoyens dans le débat, des citoyens politiquement marqués, des citoyens à gauche, et qui disent il nous faut une candidature unique. Tout le monde fait le constat qu'une gauche dispersée, et on y reviendra sur le poids des divisions, c'est la défaite assurée. Et pour l'instant, les portes du second tour sont fermées à triple tour. Donc cette primaire populaire, elle s'apparente, oui, à un objet qu'on ne connaît pas trop, mais elle traduit quand même quelque chose d'intéressant. On verra si ce sera juste un coup d'épée dans l'eau, un coup pour voir, ou simplement le début de quelque chose. Et tous ces candidats qui, du coup, refusent, avant même que la primaire ait lieu, d'y participer et de se soumettre à cette désignation, est-ce que c'est pas aussi... ça peut donner l'impression d'une question d'ego où un candidat se dit « Ah bah non, je vais pas m'abaisser à un tel mode de désignation ». Oui, alors il faut se mettre à leur place aussi. Yannick Jadot lui-même est sorti d'une primaire interne au parti écologiste. Anne Hidalgo, il y a eu un vote interne aussi au sein du PS. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de suspense, mais tous ces gens sont déjà engagés dans un processus. À la limite, on aurait pu l'envisager si ça avait eu lieu il y a même 6 mois, à l'automne. Et puis si les partis étaient d'accord pour y participer, ce qui n'a pas été le cas. Alors là après, ça fait quand même plusieurs mois que cette primaire populaire, on en parle, qu'elle est mise en place petit à petit. Les partis auraient pu tout simplement dire « Ok, on joue le jeu, on y va ». Ils auraient pu dire, tout à fait, ils auraient pu l'accepter. Peut-être qu'ils auraient dû le faire parce qu'un candidat unique de gauche aujourd'hui aura une chance au moins d'être au second tour. Ça, c'est clair. Mais ils ne l'ont pas fait. Le processus était lancé. Cela dit, je suis d'accord avec vous, Maud. C'est une nouvelle manière. Ce vote majoritaire, ça correspond à cette primaire citoyenne aussi. Ça correspond peut-être à une nouvelle manière de faire de la politique. On recherche en ce moment ces nouvelles manières de faire de la politique. Il y a eu la convention citoyenne lancée par Emmanuel Macron sur le climat. C'était une demande pendant le mouvement des Gilets jaunes. Mais désigner un président, alors c'est pas encore un président, mais un candidat à président de la République, non pas nominativement, mais par des notations, moi je trouve ça quand même assez bizarre. Je mettrai une nuance sur ce sujet pour en rester là sur la primaire populaire. C'est aussi de la poudre aux yeux parce que c'est une vraie négation des différences idéologiques et des fractures qui minent la gauche. Alors mine, c'est un point de vue qui caractérise, moi je dirais plus aujourd'hui, parce que c'est facile de dire que ça mine la gauche. En réalité, on a différentes expressions de gauche aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas Yannick Jadot, ce n'est pas Christiane Taubira, et c'est encore moins Anne Hidalgo. Il y a des ruptures. C'est ainsi. Manuel Valls avait théorisé les gauches irréconciliables. Il l'envoyait 2 entre la social-démocratie et les frondeurs, l'aile gauche du PS pour faire simple. On est maintenant dans une division, il y a plus que des nuances entre ces candidats-là. Ils n'ont pas la même vision de l'écologie, ils n'ont pas la même vision de l'économie. Alors, il y a quelques mesures totems qui sont mises en avant. La hausse du SMIC, ça traverse tous les candidats. Yannick Jadot le veut à 1 500 € net à la fin du mandat. Yannick Mélenchon est sur 1 400 €. Anne Hidalgo est sur 25%. Et donc, ça correspond à 1 400 € net par mois. Voilà, il y a quelques mesures. Mais au fond, il y a des vraies différences. Et c'est peut-être ça qu'on refuse de voir. Et je pense que les candidats de gauche, et en tout cas Jean-Luc Mélenchon sur ce terrain-là, a parfaitement compris. Il a un socle, c'est lui qui fait la course en tête. Il incarne une idée, qu'on soit d'accord ou pas. En tout cas, il a trouvé un positionnement à gauche. C'est la gauche radicale. Christiane Taubira veut faire une espèce de synthèse molle et un peu acrobatique de tout ça. Ça va être beaucoup plus difficile. Pour revenir aux origines des primaires en France, puisque c'est ce que je disais en introduction, c'est un mode de désignation qui n'est pas du tout une tradition dans notre pays. Le premier qui en a parlé, c'est Charles Pasqua. C'était en 1989, après la victoire de François Mitterrand, un an plus tôt, qui avait notamment été due à une double candidature à droite entre Jacques Chirac et Raymond Barre qui avait dilué les voix. Le 24 octobre 1994, un an avant la présidentielle, Charles Pasqua, qui est ministre de l'Intérieur, est l'invité d'Europe 1. Il ne faut pas confondre les primaires avec un combat de chiffonnier. Les primaires, ça consiste à dire il n'y a pas de candidat autodésigné, autoproclamé ou de droit divin. Il n'y a pas non plus un pouvoir qui est reconnu au parti. Dans chaque famille, chacun a le droit de se présenter s'il est porteur d'une idée ou d'un projet pour la France, à condition que les règles du jeu soient bien établies et que chacun s'y soumette. Bruno, est-ce que vous pouvez nous recontextualiser cet extrait ?
Voilà, alors ça c'est peut-être un son qu'on aurait dû rediffuser auprès des dirigeants de LR ou de Xavier Bertrand qui refusaient avec force la primaire. Le contexte, vous l'avez un peu dit, c'est après la réélection de François Mitterrand, la droite et le centre sont traumatisés parce que c'est une deuxième défaite de suite à l'élection présidentielle. Chirac et Raymond Barre, qui représentait le centre, ont été tous les deux battus. Je pense que Mitterrand, c'est pas la cause de la défaite de la victoire de Mitterrand, qui aurait de toute façon été bien parti pour être réélu. Mais il y a ce problème récurrent de division. Alors à l'époque, il y a deux grands partis, les choses étaient plus simples, RPR et UDF. Il y a quand même des divisions qui ont coûté très cher. Là, en effet, en 1981 à Valéry Giscard d'Estaing et même si c'est un peu moins évident, à Jacques Chirac en 1988. Donc après ce deuxième échec, à droite, on cherche des solutions pour... il n'est pas encore question de réunifier le RPR et l'UDF, ces deux grands partis, comme ça va l'être 14 ans plus tard avec la création de l'UMP. Donc on cherche un système de départage. Et le premier à le mettre au point, ça avait été des études assez poussées, c'est Charles Pasqua. Et à ce moment-là, tous les dirigeants du RPR, Jacques Chirac, et de l'UDF, c'était à nouveau Valéry Giscard d'Estaing, ont absolument refusé ce système parce qu'ils comptaient bien être à nouveau candidats, chacun une troisième fois, en 1995. Ce projet est resté mort-né, ça a été un peu le début du divorce entre Pasqua et Chirac, mais quand on réécoute ce son, il avait tout prévu, c'est exactement ce qui s'est passé en 2016, avec la grande primaire de droite sur laquelle on va revenir. À cette exception près, si je me souviens bien, mais là je n'ai pas vérifié, je crois qu'il proposait vraiment un système à l'américaine, c'est-à-dire avec un vote pas dans tout le pays le même jour, mais un vote par région, comme il y a aux États-Unis, un vote par État à des dates différentes. Voilà. Mais sinon, il avait déjà tout prévu. Oui, donc Jefferson, c'est ça, l'idée était très belle, elle reste même d'actualité, mais ça n'a pas du tout marché. C'est assez savoureux de réécouter Charles Pasqua, surtout sur ce sujet-là, parce que la leçon politique qu'il fait, et qui est toujours vraie, c'est que avant de se lancer, ou quelle que soit votre aventure politique, la meilleure chance, enfin une des conditions pour gagner, pratiquement, c'est d'avoir des adversaires divisés. Donc, partez divisé, on parlait de la gauche tout à l'heure, et vous êtes quasiment assuré de perdre. Donc la première condition pour se présenter à une présidentielle avec le plus de chances de son côté, c'est quand même de faire l'union dans son propre camp, dans sa propre famille politique. Maintenant, la primaire ne règle pas tout et on va y revenir, mais c'est assez savoureux pour Charles Pasqua parce que la droite a quand même la culture du chef, la culture de l'homme providentiel, la culture de l'autorité, et Pasqua en la matière n'en manquait pas. Et vouloir faire ce processus-là, c'est pour ça que ça me fait sourire. Mais je vous renvoie à la phrase de Jacques Chirac qui disait « Un chef, c'est fait pour chefer ». Et au fond, quand on en est là, c'est qu'on n'a pas de leader. C'est qu'on n'a pas encore trouvé l'homme qui s'impose, c'est-à-dire l'homme ou la femme providentielle. Et la primaire prend en compte cet état de fait. C'est une forme d'abaissement, finalement, puisque vous n'avez pas votre candidat naturel. Et le candidat ou la candidate naturelle, c'est ceux derrière quoi court chaque formation politique. C'est l'idéal politique, c'est presque le mythe. Est-ce qu'il existe vraiment maintenant des candidats naturels ? Les candidats naturels sont ceux qui s'imposent. Quand même au parti central. Et voilà. Ou Marine Le Pen, mais à part... Les candidats naturels, c'est ceux qui créent leur propre parti, finalement. Emmanuel Macron, il y a 5 ans, et aujourd'hui, enfin bientôt, demain, ou Éric Zemmour qui crée aussi son mouvement. Les autres, oui, il y a encore Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui sont incontestés. Les partis, on n'a pas forcément une grande culture démocratique, mais les autres, vous avez raison, ce sont des partis où il n'y a plus de candidats naturels, d'où l'idée à chaque fois maintenant d'organiser des primaires. François Hollande, qui a été désigné lui par une primaire en octobre 2011, il était devenu presque le candidat naturel du Parti socialiste. En tout cas, cette primaire, elle a fonctionné puisque derrière lui, il y a eu un vrai soutien. On va l'écouter du coup pendant son discours de victoire après cette primaire d'octobre 2011. Ce que nous venons de réaliser à travers ces primaires citoyennes est bien plus qu'un exemple. C'est un processus irréversible qui s'imposera à toutes les familles politiques. Quand on entend ça 11 ans plus tard, on peut se dire qu'il s'est trompé.
Mais c'est ce que je disais, il y a eu quand même une vraie euphorie derrière cette victoire de François Hollande à cette primaire. Est-ce que Bruno Jefferson, est-ce que vous vous en souvenez de cette euphorie? Oui, je crois qu'on J'imagine que s'en oui. souvient tous les deux. Je vais laisser parler de Jefferson, mais ouais, non, juste pour dire que François Hollande, il s'est trompé à long terme, mais à court terme, non, parce qu'en l'élection présidentielle suivante, les deux grands partis de gouvernement ont recouru aux primaires. Juste à ce jour, cette primaire de 2011, dont il faut rappeler qu'elle départageait Martine Aubry, François Hollande, Martine Aubry qui était premier secrétaire du PS, mais qui n'était pas considéré comme un leader naturel, bien qu'elle ait gagné difficilement le congrès de son parti 3 ans plus tôt. François Hollande, il y avait Arnaud Montebourg qui avait créé la surprise en étant le troisième homme, et encore Ségolène Royal qui elle avait créé la surprise en faisant une contre-performance, et puis un petit dernier qui s'appelait Manuel Valls qui avait obtenu 5%, ce qui n'avait pas empêché d'être un peu plus tard Premier ministre. Donc à ce jour, cette victoire de François Hollande à la primaire, c'est le seul exemple d'une primaire d'un grand parti qui est mené son candidat à l'Élysée, puisqu'en 2017, on sait que ça n'a pas été le cas ni d'un côté ni de l'autre. On peut dire, c'est le seul exemple de primaire réussie. Et il faut se souvenir que cette primaire est d'autant plus significative que initialement c'était pas du tout le plan. Enfin initialement le plan c'était la candidature de Dominique Strauss-Kahn. C'était ce qu'on voyait venir avant qu'il ne soit arrêté dans l'affaire du Sofitel, vous vous en souvenez. À ce moment-là, François Hollande c'est Monsieur 3%, c'est Monsieur Petite Blague, c'est tout ça. François Hollande est le seul à croire à ses chances de victoire. Oui, mais Jefferson, il y aurait eu quand même une primaire à laquelle aurait participé Dominique Strauss-Kahn. Exactement, mais même, la perspective, c'était quand même que cette primaire était jouée d'avance pour Strauss-Kahn. Aubry avait pas tellement envie d'y aller, c'était quand même assez compliqué. Et puis finalement, cette primaire a eu aussi un effet positif, c'est qu'elle a rassemblé beaucoup de votants. J'ai plus les chiffres en tête, mais ça a été une très forte participation. Là, ça a vraiment créé un élan. Et il est toujours facile de refaire l'histoire a posteriori. Mais pour la gauche, c'est juste le début de la fin. Commencera alors ce quinquennat qui leur coûte si cher aujourd'hui, ce quinquennat de Hollande qui fait la précipitation, l'empêchement du président sortant de se représenter, la primaire citoyenne de 2017, la victoire de Benoît Hamon, etc. Tout ça s'enchaîne. Mais à ce moment-là, comme le disait Bruno tout à l'heure, cette primaire-là, elle a fonctionné, elle a envoyé François Hollande à l'Élysée face à Nicolas Sarkozy, c'est l'époque du président normal, et c'est surtout ce qui est intéressant quand on le regarde avec du recul, c'est que François Hollande était convaincu vraiment de sa chance. Ce qui n'était pas vraiment gagné parce que Nicolas Sarkozy s'est déclaré très tard, il s'est d'ailleurs déclaré le 15 février 2012, vous voyez, on est peu ou prou à cette date-là avant, c'est une date charnière pour les présidents sortants. Et Nicolas Sarkozy, on l'avait dit d'ailleurs dans ce podcast, a souvent considéré qu'il lui manquait 3 semaines pour faire le match. Voilà, donc la primaire, ça peut donner quelque chose. François Hollande, à ce moment-là, connaît tellement bien les rouages du PS. Il sait comment Ségolène Royal a trébuché dans la dernière marche. Il sait aussi tenir son parti. Il sait faire la synthèse. Il sait faire l'équilibre entre cette famille infernale qu'est le Parti socialiste. Mais je pense que Bruno peut préciser. Oui, alors ce qu'il faut rappeler, c'est que 5 ans auparavant, en 2006, il n'y avait pas eu à proprement parler une primaire ouverte, mais une primaire fermée, c'est-à-dire ouverte aux militants et à ceux qui adhéraient, aux militants socialistes, à ceux qui adhéraient au Parti socialiste. Mais il y avait déjà eu un premier pas de fait, vous vous souvenez, des adhésions à 20 €, c'est-à-dire qu'on avait baissé l'adhésion pour inciter les sympathisants socialistes à s'inscrire et à voter. Et à l'époque, ça avait débouché sur la victoire de Ségolène Royal face à Dominique Strauss-Kahn, en l'occurrence, et à Laurent Fabius. Et il y avait eu des débats télévisés, c'était sur la chaîne parlementaire, je crois, donc c'était plus confidentiel. Mais il y avait déjà, le processus avait déjà été un peu rodé. Et tout ça, qu'est-ce que ça marque? Quand Jefferson dit c'est le début de la fin, en effet, parce que ça marque la fin de ce qu'était d'une certaine manière le Parti socialiste, qui jusqu'à présent, ça marque la fin de la vie interne du parti. Le Parti socialiste vivait sur des batailles de courants. On a beaucoup glosé sur les courants, mais ces courants incarnaient des motions où on défendait des idées, et il y avait souvent des idées contradictoires qui s'affrontaient violemment, après l'affrontement, à la fin du congrès, il y avait ou non synthèse, mais et de ce congrès sortait finalement le candidat naturel du Parti socialiste. Mais tout ça, c'était d'abord joué sur des idées.
Et qu'est-ce qui change avec ces primaires? Eh bien, c'est un peu l'inversion du phénomène, c'est-à-dire qu'on désigne le candidat qui ensuite présente son projet qui n'est pas forcément celui du Parti socialiste. Et donc le Parti socialiste finalement rentre dans la logique de personnalisée de la Ve République, ce qui ne lui correspond pas parce que c'est pas un parti qui est à l'aise avec ça. Et ça peut être aussi un des facteurs de son déclin actuel. Parmi les facteurs du déclin actuel, en tout cas, il y a l'élection suivante, qui est donc celle de 2017. À ce moment-là, le Parti socialiste et les Républicains acceptent de se soumettre à ce mode de désignation, sûrement porté par l'exemple de François Hollande. Et là, on va se focaliser sur les Républicains. En 2016, une primaire ouverte de la droite et du centre est lancée. La campagne est féroce, la participation importante, avec plus de 4 millions de votants. Et à la fin, c'est François Fillon qui gagne. Il élimine Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, et on va écouter le vainqueur. C'est une espérance qui est née. Eh bien, ma mission, c'est de la faire grandir pour la France et pour la République. Donc il parle ici d'espérance. L'espérance est grande et l'espérance sera surtout très vite balayée. Entre le Penelope Gate, la montée en puissance d'Emmanuel Macron, François Fillon est battu. À gauche, il y avait Benoît Hamon qui était aussi le candidat qui était sorti vainqueur des primaires et qui lui aussi est largement battu. Est-ce que cette élection de 2017 a tué pour longtemps les primaires ? Non, parce qu'on y est revenu. Donc factuellement, on peut dire non. Mais des primaires qui marchent, en tout cas. C'est le résultat qui nous dira si les primaires marchent. La primaire de la droite, la primaire des Républicains, crée un engouement incroyable en termes de votants, ça mobilise, voilà, c'est un vrai succès, ça crée une dynamique. C'était le pari, c'était pas forcément un pari facile, mais dans cette primaire-là, faut reconnaître qu'on n'avait que des têtes d'affiche. François Fillon, ancien Premier ministre, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, Alain Juppé, ancien Premier ministre, nous avions aussi de mémoire Bruno Le Maire, nous avions encore quelques autres personnes. Voilà. Donc on avait un plateau, on avait ce qui se faisait de mieux à droite en termes de notoriété, d'expérience politique, etc. Et on a tous vu, on s'est tous passionnés parce que quand l'animal politique Sarkozy revient dans le jeu, c'est pour gagner. Il ne voulait pas, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il était contre les primaires. Et c'est vraiment Juppé qui force la main de Nicolas Sarkozy. Fillon et Juppé alliés pour l'occasion. Pour ça. Et Juppé creuse la tombe de ses ambitions politiques en faisant cette primaire alors qu'il est en tête des sondages. Il n'a pas besoin d'une primaire politique. Et tout le monde sait, quand on suivait la campagne, moi j'ai suivi celle de Juppé jusqu'à la défaite, tout le monde sent bien que le risque chez Juppé, c'est tout le monde craint les tricheries, les magouilles, les manipulations. On sait jamais, c'est un vote, ça peut toujours être truqué. Il y a les exemples, je reviens pas sur les psychodrames de la présidence de l'UMP avec Copé, Fillon, la COCOE, les célèbres commissions pour recompter les voix, etc. Et donc, cette primaire-là, elle crée quelque chose, et elle crée quelque chose parce que c'est aussi la victoire de la télévision. Là, les débats, Bruno en parlait tout à l'heure, les débats sont sur des grandes chaînes, il y a de l'audience, les gens sont au rendez-vous, on écoute, et on voit autre chose apparaître, c'est-à-dire qu'on ne voit pas simplement des hommes politiques, on les voit se confronter, et on voit un homme qui émerge, c'est François Fillon, avec le ton qu'il emploie, la voix qu'il a, il passe très bien la télé, Juppé est daté, Sarkozy, on s'en rendra compte après, mais les gens de droite l'ont zappé, sont déjà passés à autre chose, ça n'imprime pas, et Fillon qui joue moi ou le chaos, ça imprime, et c'est à partir du deuxième débat où dans les sondages il inverse tout, et donc c'est là où on voit qu'une primaire, ça peut marcher. Mais s'il n'y a pas le Penelope Gate, alors c'est toujours pareil avec Dessy. François Fillon est sur orbite. Quand il gagne la primaire, c'est virtuellement le prochain président de la République face à François Hollande. Ils sont en train de faire le gouvernement. Tout est prêt. Et on est dans le balancier classique gauche-droite. Ce sera la gauche était au pouvoir, elle sortira, la droite la remplacera. Emmanuel Macron, à ce moment-là, est candidat, mais c'est pas encore ça dans les sondages. C'est pas encore ce que ça deviendra. Donc cette primaire de la droite, avant l'affaire Penelope, c'est un succès. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir que Nicolas Sarkozy est revenu, sorti de sa retraite 2 ans après sa défaite à la présidentielle. Il reprend les rênes, alors en l'occurrence de l'UMP, qui va transformer en partie les Républicains, essentiellement pour des raisons juridiques, judiciaires même, on peut dire. Mais il n'est pas l'homme providentiel. Lui, ancien président de parti, dans le monde d'avant, comme on dit, il aurait dû être incontestable et incontesté. Or, il se voit imposer ces primaires par l'alliance de 2 anciens premiers ministres qui, à l'époque, s'entendaient plutôt bien, François Fillon et Alain Juppé.
il les accepte, un peu par faiblesse, mais aussi par orgueil, parce qu'il est persuadé de l'emporter. On sait que ce n'est pas ce qui se passera, mais ça montre déjà pour la première fois, la droite, après Chirac, les années De Gaulle, Pompidou, Chirac, Sarkozy, n'a plus d'homme providentiel à sa tête. Donc ça, c'est un véritable tournant. Ensuite, est-ce que les primaires ont été des machines à perdre en 2016-2017 ? Évidemment, le résultat incite à penser que oui, puisque aucun des deux candidats, ni Benoît Hamon ni François Fillon, ne l'a emporté. Mais je crois qu'on fait une erreur d'analyse, parce que il faut bien voir pourquoi ces deux candidats ont été désignés. À droite, on est sûr de gagner. Les électeurs sont sûrs de l'emporter. Jefferson l'a bien rappelé. Il y a un boulevard pour le vainqueur. Les 4 millions d'électeurs qui se pressent dans les bureaux de vote en novembre 2016 sont persuadés de désigner le prochain président de la République. C'est déjà l'élection qui se joue. Et donc, comme ils sont sûrs de gagner, ils vont désigner le plus à droite. Ne prenons pas de risque, on va prendre un candidat bien à droite, conservateur et sur les questions sociétales et identitaires et régaliennes, libéral sur le plan économique, c'est François Fillon. À gauche, c'est le contraire, c'est le raisonnement inverse qui l'emporte, c'est perdu pour perdu. Il n'y a aucune chance pour le candidat socialiste. Les électeurs disent on va se faire plaisir, on va voter pour celui qui présente un programme un peu original, avec son revenu universel, etc. Sa taxe sur les robots, c'est Benoît Hamon qui l'emporte sur Manuel Valls. Donc deux candidats gagnent pour des raisons totalement différentes et finalement perdent pour les mêmes raisons parce qu'ils étaient sur les extrêmes. Bon, à cela s'ajoute ce qui a été rappelé, c'est le Penelope Gate. En effet, je pense que s'il n'y avait pas eu cette affaire, François Fillon, même s'il aurait eu plus de mal qu'on ne voulait bien l'imaginer à l'époque, l'aurait très probablement emporté, que de voir le score qu'il a malgré tout obtenu en dépit de toutes les affaires. Donc je crois qu'on a eu tort, les partis politiques, notamment les Républicains, ont eu grand tort de vilipender comme ça et de renoncer aux primaires. Ce ne sont pas des machines à perdre, ça peut être une machine à gagner, comme on l'avait vu en 2011. Après, il y a une donnée importante, c'est que c'est cruel aussi, une primaire, c'est-à-dire que les candidats doivent accepter le résultat. Et on a vu, par exemple, sur cette élection de 2017, que Manuel Valls et François de Rugy, qui avaient dit qu'ils accepteraient ce résultat, ont finalement fini par rallier Emmanuel Macron. Donc, est-ce que, pour croire en ce mode de désignation, il faut croire en la parole donnée par les candidats et est-ce que c'est encore possible, en fait ? Alors, ça vous posez la question de la confiance en politique, on y a répondu dans un précédent podcast. La réponse est non. En politique, la confiance ne se décrète pas. D'ailleurs, on ne peut jamais la considérer comme acquise parce qu'il y a trop d'ambition, il y a trop de retournements, etc. Alors, comment croire en les primaires ? Simplement, je reviens justement à cette question-là et je poursuis ce que disait Bruno. Je pense qu'il faut toujours avoir en tête non pas le résultat de Benoît Hamon qui est catastrophique, mais pour d'autres raisons, mais celui de François Fillon. Je pense que le résultat de François Fillon, c'est peut-être un des principaux moteurs ou carburants pour la droite dans cette élection présidentielle pour Valérie Pécresse. François Fillon est honni de toutes parts. Il est mis en examen. Ça lui renvoie à la figure sa petite phrase qui imagine le général de Gaulle mis en examen, ce qui était une vacherie pour Sarkozy. Je reviens pas dessus. Mais dans ce contexte d'attaque généralisée où ses soutiens, les membres de LR le quittent petit à petit, le lâchent, l'abandonnent en race campagne jusqu'à son directeur de campagne notamment qui met les voiles, il arrive à se maintenir à 20%. Il arrive en 3e position derrière Marine Le Pen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en dépit de tout, il y a un vote, il y a un socle pour la droite. Et la meilleure garantie, en tout cas si la droite aujourd'hui s'interroge beaucoup sur ses capacités à aller au 2e tour, il y a un élément factuel qui est celui-ci, c'est que la droite a des électeurs. Elle les avait en tout cas en 2017. En 2017, elle est capable d'emmener François Fillon 3e sur la 3e marche du podium pour le premier tour. Certes, il ne devance pas Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen était déjà dans une autre dynamique, mais malgré tout ce qu'il a subi, il y a ce résultat-là. Et donc ça vient pas invalider la question de la primaire, au contraire.
la primaire a peut-être pris celui qui avait des casseroles, mais on ne le savait pas. Juppé a refusé d'être le plan B, il faut s'en souvenir, c'est un des discours les plus marquants d'Alain Juppé de ces dernières années, c'est quand il refuse d'être le plan B, quand il fait cette conférence de presse à Bordeaux, où tout le monde pense qu'ils vont débrancher François Fillon, et en fait, il ne le débranche pas, François Fillon, parce que c'est aussi un des sujets des primaires, c'est que ce sont souvent des mariages sans amour. Et c'est cette formule-là, parce que le candidat s'impose, on parlait des trahisons tout à l'heure, mais il s'impose à tous ceux qui étaient ses concurrents. Et on n'efface pas une rancœur, on n'efface pas des divergences comme ça d'un claquement de doigts, juste parce qu'on le décrète. Et les primaires, ça doit être ce mariage sans amour, et à un moment, il faut que ça se passe bien. C'est ce que Hollande a réussi à faire en 2011, alors qu'au sein du PS, quand même, ils se sont tous allègrement et joyeusement détestés. Et est-ce que si tout le monde accepte les règles du jeu, c'est pas peut-être une des seules manières de redonner foi en la politique? Oui, alors effectivement, c'est ce refus de Manuel Valls, de François de Rugy. Alors ça s'est pas fait tout de suite. Hein. Il s'est passé un peu de temps pendant la campagne. C'est 2-3 mois, 1 ou 2 mois plus tard qu'ils ont rallié Emmanuel Macron. En effet, ça ne contribue pas à la crédibilité de la parole politique, c'est incontestable. Ça, c'était à gauche. À droite, en effet, la primaire, en l'occurrence, ça s'est révélé être à la fois une force et une faiblesse, parce que ça a donné une formidable légitimité à François Fillon. Mais quand François Fillon était en difficulté, ça a rendu beaucoup plus difficile la possibilité de le débrancher. J'aime pas beaucoup cette expression qui est pas très humaine, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Et je me souviens très bien d'Alain Juppé m'expliquant à l'époque ou un peu après, mais c'était très difficile pour moi d'aller remplacer au pied levé François Fillon, qui avait obtenu 2/3 des voix quand moi j'en obtenais qu'un seul tiers au deuxième tour de la primaire. Ça aurait été encore 50-50, on pouvait l'envisager, mais là c'était très difficile. Et en effet, François Fillon avait cette légitimité dont il s'est targué pour se maintenir jusqu'au bout. Mais ça a empêché de changer de candidat en cours de route. Et c'est pour ça que là, les Républicains, c'était pas une primaire, mais un vote interne au Congrès à l'automne dernier, ont prévu une clause spéciale pour dire que le candidat, en cas d'ennui, je sais plus la formulation exacte, mais en gros, en cas d'ennui, de gros ennuis, pouvait être débranché. C'est pas le mot, mais on pouvait changer de candidat en cours de route. Ils ont prévu une clause spéciale parce qu'ils ont été un peu échaudés par ce précédent. Mais pour compléter ce que dit Bruno, quand Alain Juppé renonce à être un plan B, ne veut pas être le plan B, il sait aussi qu'il n'aura pas le soutien de sa famille politique. Il n'a pas confiance en eux. Il sait que il sait qu'il va encore être attaqué sur sa condamnation pour l'affaire de la mairie de Paris. Il sait qu'il ne veut plus subir les attaques sur Ali Juppé et son concept d'identité heureuse. Il ne veut plus ça, mais surtout, il n'a pas confiance dans les Républicains. Il n'a pas confiance en Nicolas Sarkozy. Les échanges que lui font, on lui dit on va débrancher Fillon, et puis finalement au Trocadéro, Fillon est toujours là, et après le Trocadéro, il est encore là. Et Juppé connaît cette maison par cœur, il en a été l'un des cofondateurs, il sait de quoi elle est capable, et il sait que il n'aura pas la paix et qu'il ne fera pas ce qu'il veut. Et il le dit d'ailleurs dans son discours, il dit le général de Gaulle, je sais plus comment il le formule, mais ne négociez pas, et il ne veut pas négocier. Et au fond, s'il voulait prendre le relais, il fallait encore faire des compromis, il fallait encore faire beaucoup de choses, et c'était trop compliqué. Et donc ça serait pas passé. Donc, mais néanmoins, cette primaire, en tout cas les primaires sont en train de s'installer dans notre vie politique, puisque les Verts comptaient très en avance sur ce sujet-là, les écologistes, faut leur reconnaître ça. Ça leur a pas toujours réussi. Si on prend l'affaire d'Alain Lipietz, qui lui était le candidat désigné et qui se fait débrancher, il rappelle Noël Mamère, vous connaissez l'histoire. Enfin bref, la primaire, on pourrait faire une émission sur les primaires et les écologistes, c'est quand même savoureux, parce que là on en revient à ce qu'est la politique aussi, c'est de la nature humaine. Les primaires sont des machines à gagner. Mais d'une certaine manière, les Verts démontrent le contraire, puisque ils ont été les pionniers en la matière et qui n'ont encore jamais gagné une élection présidentielle. Et ça risque, il y a peu de chances que ça arrive cette fois-ci. Et si je peux ajouter un mot, on peut dire qu'en 2017, même si ce sont des pionniers, ils ont quand même fait confiance à la primaire citoyenne, puisque Yannick Jadot, qui devait être le candidat des Verts, s'est effacé derrière Benoît Hamon. Et c'est ce qui explique aujourd'hui pourquoi, après avoir gagné lui enfin la primaire des écologistes,
il n'a aucune envie et aucun intérêt à se rallier à la primaire citoyenne et à s'effacer, une fois encore, non plus derrière Benoît Hamon, mais derrière Christiane Taubira. Et dont on aurait pu parler encore longtemps, mais je vais vous remercier, Bruno et Jefferson, et merci aussi à vous, auditeurs, pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours et suggestions nous sont toujours très précieux. Et pour ne rien manquer du podcast, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer ou votre plateforme d'écoute habituelle. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien.